Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette nouvelle lune qui va avoir lieu en Vierge le samedi 23 août 2025 à 8h06 ou 6h06 en temps universel à partir de Paris. Alors nous voilà avec une très belle carte avec des énergies féminines extrêmement présentes. J'avais vraiment envie pour cette interprétation de faire différents focus sur des choses qui m'intéressent telles que les glyphes, donc les symboles astrologiques, mais aussi l'énergie de Lilith et l'énergie des féminines, parce que cela fait plusieurs mois que je vous parle de ces fameuses lunes noires qui sont considérées par certains comme étant l'archétype de Lilith. Pour d'autres astrologues, ça n'a pas de sens. Enfin, chacun y voit ce qu'il a envie de voir. Moi, j'aime y voir l'archétype d'un féminin blessé et aussi, également, bien sûr, en thème de naissance, par exemple, ça peut représenter des traumatismes inconscients et, pour moi, qui sont en général liés au transgénérationnel et aux lignées qui impliquent le maternel. Donc, je vais faire un focus sur cette question-là, tout en me baladant quand même dans dans ce que ce cycle, cet ensemencement va proposer pour les 28 prochains jours. Et en fin d'interprétation, je vous lirai un texte que j'ai écrit il y a quelques années sur cette énergie de Lilith. Bon, c'est un texte assez fort et que pas mal de personnes apprécient déjà, donc j'ai eu envie de vous le joindre, mais ce sera en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Et puis aussi, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Bien sûr, vous savez comment fonctionnent les réseaux sociaux, donc à liker, à partager, à me laisser des commentaires et puis à recommander mon travail que vous pouvez aussi retrouver via mon site internet, donc qui est en description de cette vidéo. Vous avez toutes les propositions en astrologie, bien sûr, mais aussi en art-thérapie, en tarologie, les soins énergétiques et vibratoires, tout ce que je peux proposer depuis plus de 30 ans. Donc voilà. Alors on va démarrer cette interprétation déjà avec les glyphes astrologiques qui sont souvent construits à partir de 3 éléments de base. Alors on a souvent le cercle qui représente l'esprit, la totalité ou ce qu'on peut appeler la perfection divine, l'unité, et qui n'a ni début ni fin, qui fait également penser au lemnisquette, le 8 qui est couché, ou l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, qu'on retrouve aussi dans certaines cultures. Ensuite, on a la croix qui symbolise la matière. Alors, le cercle, c'était l'esprit, la croix, c'est la matière, l'incarnation. Ça va nous parler beaucoup plus des défis et des responsabilités du monde physique et l'intersection du temps entre la ligne verticale et de l'espace, la ligne horizontale. Donc là, la croix, elle représente l'incarnation dans la matière. Et le demi-cercle ou le croissant, lui, va représenter plutôt l'âme, la réceptivité, l'intuition, les émotions, ce qui est caché, ce qui correspond très bien d'ailleurs à l'énergie d'un Pluton. Alors le glyphe de Vénus, vous le connaissez, ce rond avec cette petite croix qui représente également bien le féminin, la femme, qui est composé d'un cercle posé sur une croix. Cette configuration va suggérer du coup que l'esprit, donc le cercle, domine la matière. En ésotérisme, cela va signifier aussi que les principes vénusiens, qui sont l'amour, l'harmonie, la beauté, la connexion, qui parlent aussi de relationnel, d'harmonie, etc., sont une expression spirituelle qui s'élève au-dessus du plan matériel. Alors Vénus symbolise l'amour, non pas seulement l'amour charnel, mais aussi plutôt une force d'attraction et d'unité
qui cherche à spiritualiser la matière. Là, on est vraiment dans un registre ésotérique, hein. C'est l'aspiration de l'âme à l'harmonie, la beauté et l'amour, donc divin, manifesté dans le monde physique. C'est la force qui nous relie les uns aux autres et qui nous pousse à créer de la beauté. Donc moi j'aime bien dire que Vénus, dans le thème de naissance par exemple, c'est bien sûr, ça représente le féminin, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Ça va parler des relations, des valeurs, des possessions, etc. bien sûr, mais on est sur le plan de la matière, le plan physique. Alors que, on va prendre par exemple Neptune, serait l'octave supérieure déjà de Vénus. On a aussi l'astéroïde Eris qui lui serait l'octave encore supérieure de Neptune. Et plus on monte en vibration et plus on s'éloigne du centre du cœur du Soleil. Le glyphe de Pluton, tel que moi je l'utilise, c'est celui qui se rapproche de Vénus et de Mercure, hein, donc il est composé d'un demi-cercle contenant un cercle au-dessus d'une croix. Alors, il y en a d'autres, hein, mais moi c'est celui que je privilégie. Et j'aime beaucoup parce que le demi-cercle, donc on a dit qu'il concernait l'âme, l'intuition, ce qui était caché, etc., qui contient le cercle, donc l'esprit, le tout positionné au-dessus de la croix, donc de la matière. Cela indique un processus de transformation et de régénération qui commence dans les profondeurs de l'âme et qui a pour but de transcender la matière. Vous voyez, Pluton représente une transformation profonde, souvent violente et irréversible, qui opère dans les royaumes cachés de la psyché et de l'inconscient. Alors, contrairement à Vénus qui, elle, spiritualise la matière par l'amour et l'harmonie, Pluton, lui, spiritualise la matière par la mort symbolique et la renaissance. Vous voyez, on n'est pas sur la même octave. Il s'agit de descendre dans les ténèbres de l'âme, donc le demi-cercle qui contient le cercle, pour confronter nos ombres, donc la croix, et en renaître, purifié et transformé. Et c'est ça qu'on appelle le cycle du phénix qui renaît de ses cendres. Donc la ressemblance entre les glyphes de Vénus et de Pluton révèle une connexion ésotérique profonde entre leurs fonctions. Parce que les deux planètes sont associées à des processus de transformation, de connexion, mais justement, comme je vous le disais, à des niveaux différents. Vénus est la force d'attraction et d'harmonisation qui s'opère à la surface de l'être. Elle cherche l'unité par la beauté, l'amour et le plaisir. C'est un mouvement vers l'extérieur. Pluton, lui, c'est la force de transmutation et de régénération qui opère dans les profondeurs. Donc là, on est vraiment en lien avec l'axe taureau-scorpion. Taureau représenté par Vénus et Scorpion représenté par Pluton. Elle cherche l'unité par la destruction du vieil ego et la renaissance. C'est un mouvement vers l'extérieur, dans les abysses de la psyché. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. J'avais envie de faire cette introduction. Alors pour résumer juste cette petite réflexion là entre les deux planètes et les deux glyphes, Vénus représente l'amour qui nous unit et Pluton représente l'amour qui nous transforme en profondeur, en nous dépouillant de ce qui n'est plus essentiel pour nous permettre de renaître. La similarité des deux glyphes suggère que la voie vers l'amour, donc on va dire Vénus, et la voie vers la régénération, donc Pluton, partagent le même but ultime, la spiritualisation de l'être humain. Donc quand on reste dans la sphère de Vénus, on passe à côté du grand maître alchimique qu'est Pluton, qui lui va nous faire plonger à l'intérieur des abysses profonds de notre psyché. Alors quand Pluton est en opposition à Vénus, oui, quand je disais quand Pluton est en opposition à Vénus dans des maisons qui sont pour moi inversées, c'est-à-dire que Vénus est dans la maison 11 du Verseau et Pluton est dans la maison 5 en Verseau, une maison de cœur, la maison du Lion d'ailleurs. On peut dire que la magie inextricable de la métamorphose est en cours.
Si l'on ne peut pas passer par l'opposition pour permettre à Vénus de rejoindre Pluton et vice-versa, qui trouve un compromis, un genre de voie du milieu, ici, dans cette carte du ciel, il est possible d'emprunter le sextile et le trigone qui les relient à Neptune et Saturne, qui sont conjoints en maison 7, la maison des relations, c'est-à-dire à passer par ces fameuses relations et la conciliation, la puissance de cette conjonction de Saturne et de Neptune en Bélier, qui apporte à la fois un éclairage spirituel puissant et un recadrage avec une vision beaucoup plus lucide et spontanée, tel un Bélier, des processus de transformation qui sont en cours. Pour le féminin dans nos valeurs et dans nos relations. Alors la conjonction Neptune-Saturne est en bon aspect avec Uranus et Pluton, ce qui fait que les grandes planètes spirituelles forment un genre de triangle d'alliance afin d'aider à transformer ce qui doit l'être. Et il y a de l'air qui attise le feu et de l'eau pour adoucir, voire étouffer un peu ce feu qui est quand même assez puissant depuis quelques semaines. Alors, il ne manque qu'un peu de stabilité ici, ce que Saturne essaie de tenir coûte que coûte, tout en étant malgré lui opposé à un Mars Balance qui lui aussi a bien du mal à tempérer les choses. Alors cette fameuse opposition de Mars à Cérès, donc la planète qui va parler des choix, des moissons, etc., c'est très intéressant parce que elle est aussi en analogie l'énergie de la Vierge, donc on va rentrer vraiment dans cette énergie maintenant, là, le jour de cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Le soleil sera à 0 degré de la Vierge. D'ailleurs, cette nouvelle lune vraiment ensemence la Vierge. Et donc, l'opposition de Mars à Cérès et la conjonction Neptune-Saturne en Bélier montrent qu'il continue à y avoir un grand soufflet qui attise les flammes pour faire sortir les vieux dossiers. Donc il est comme temps de choisir nos modes d'action et ce que nous voulons. La planète Uranus reste très active dans cette lunaison, comme on la voyait à la pleine lune précédente. Elle est reliée de plusieurs façons dans les transits, apportant de la soudaineté, c'est sa couleur, des orages, des coups de génie, des éclairs, des coups de tonnerre, ça bouge énormément, notamment dans le mental. Mercure est donc reparti en mode direct et il est en Lion, donc il y a une pensée qui est comme ça rayonnante, il s'occupe de la sphère de la solidarité et des associations. Il essaie de s'allier à Mars pour nous permettre d'avoir plus de discernement, pour faire des choix qui nous permettent de moissonner et de récolter. Les lunes noires, donc en Scorpion, sont en maison 3. Elles touchent toujours le secteur de la famille, des enjeux dans le quotidien, de la fratrie, dans les communications. On peut voir ici que Junon est conjointe à Vesta. Alors ça, ce sont beaucoup de marqueurs du féminin qui sont aux prises avec l'intensité volcanique et la furie qui émanent d'une Lilith contrariée. On va entrer dans le vif du sujet qui m'intéresse dans cette interprétation. Alors, je vais vous parler tour à tour des astéroïdes Junon et puis de Vesta. Junon évoque le mariage, l'engagement, c'est l'astéroïde de la loyauté qui parle de fidélité, de notre besoin de partenariat et vraiment sur le long terme. Sa position, par exemple, dans le thème astral, indique ce que nous recherchons chez un conjoint ou un partenaire et comment nous nous engageons dans une relation. On parle aussi d'idéalisation du partenaire. Elle parle des dynamiques de pouvoir, comme Junon et Héra étaient l'épouse de Jupiter, Zeus, qui est connu pour ses nombreuses infidélités. Bon, ça, j'en ai parlé dans la dernière interprétation de pleine lune. L'astéroïde symbolise aussi les questions de jalousie, de trahison et de pouvoir dans les relations. Elle nous montre les défis que nous pouvons rencontrer pour établir un partenariat juste et équitable. Alors, donc il y a chez Junon, chez elle, la blessure relationnelle avec des schémas récurrents qui sont liés à l'engagement. Donc ça, c'est des choses qui sont conjointes à Lilith, donc ça va se réveiller à la trahison, au sentiment de ne pas être reconnu dans une relation.
Alors, ça peut être vraiment avec le partenaire, hein, ça c'est possible s'il y en a un, mais ça peut être dans des relations amicales, ça peut être dans la fratrie, ça peut être, mais vraiment tout type de relation. Si Vénus parle de l'amour, de l'attraction et du plaisir, et la Lune, elle, va parler des émotions, des besoins fondamentaux, etc., de la sécurité intérieure, Junon, elle se concentre spécifiquement sur l'aspect contractuel et sacré du partenariat. Elle met en lumière nos attentes les plus profondes en matière de fidélité, de dévouement et de la manière dont nous gérons les défis au sein d'une union. Donc là, dans cette lunaison, ça pique quand même. En astrologie, l'astéroïde Vesta, lui, est l'équivalent de la déesse grecque Hestia. C'est un symbole puissant qui entre en résonance avec la notion de féminin blessé. Alors, notion de féminin blessé sur les lunes noires qui parlent elles-mêmes de blessures traumatiques, on va voir la couleur que ça prend, d'autant plus que nous sommes, n'oublions pas, dans le signe du Scorpion. Donc ça donne une Lilith qui est quand même très très blessée. Contrairement à Junon qui se concentre sur les relations, donc on a dit, et le partenariat, Vesta, elle, se rapporte plus à notre monde intérieur. Hein. On est plus blessé dans nos parts intimes. C'est notre sanctuaire personnel et la manière dont nous nous dédions à une cause ou à un idéal, également l'idéal. Vesta va symboliser le feu sacré intérieur. Elle est la gardienne du foyer sacré, notre feu intérieur. C'est la ferveur et la foi qui nous animent également. Elle représente notre capacité à nous concentrer, à nous dédier à un travail, une cause ou une quête spirituelle avec une pureté d'intention. Elle évoque également la chasteté et l'intégrité. Alors ça, ce sont vraiment des sujets qui peuvent être complètement exacerbés pendant cette lunaison. Dans la mythologie, les Vestales étaient des prêtresses vouées à la chasteté, au service du foyer. Elles étaient sacrifiées. En astrologie, Vesta symbolise cette intégrité, cette pureté et cette capacité à se suffire à soi-même. Elle nous invite à trouver notre accomplissement, non pas à travers les autres, comme avec Vénus ou Junon, mais en nous-mêmes, en cultivant notre autonomie et notre indépendance. Avec Vesta, il est toujours question de service et ou de sacrifice. Alors, quand on met Junon, Vesta, conjointe aux lunes noires en Scorpion, là, on est vraiment dans un panier de crabes, aussi bien dans nos relations qu'à l'intérieur de nous. Et c'est de ça dont il va falloir prendre soin. En particulier, les féminines, les parts féminines de chacun, mais les femmes, les féminines, sont vraiment questionnées sur leur capacité à se libérer du service et du sacrifice et de prendre soin de leurs espaces intimes en contrôlant ce qu'elles donnent en énergie, en temps aux autres et ce qu'elles s'offrent à elles-mêmes dans leur souveraineté. Hein. Vesta va nous montrer aussi le domaine de notre vie où nous sommes prêts à nous sacrifier, à nous dévouer corps et âme. Là, ça c'est quand on regarde aussi Vesta dans le thème de naissance. C'est le lieu de notre service au monde. Ici, en maison 3, cela appuie sur notre rôle dans la famille, la fratrie, la communauté proche et la communication. Ça peut être aussi en lien avec la rentrée, les études, les petites études, le mental, la psyché, etc. Alors Vesta et le féminin blessé, on en parle un peu. Le lien de Vesta avec le féminin blessé se manifeste de plusieurs manières. Hein. C'est la trahison, d'abord, du feu intérieur, la blessure de la pureté, d'intégrité, le sentiment de s'être perdu en se sacrifiant pour les autres, ou par une difficulté à se dédier pleinement à soi-même ou à une vocation. Il y a une histoire de vocation dans Vesta, c'est vraiment le feu sacré. Vesta, Junon, qui sont conjointes en Scorpion aux lunes noires, renforcent l'ambiance délétère qui pèse en ce moment sur le féminin. Le mythe de Vesta est souvent lié à la chasteté, bien sûr, qui est dans ce contexte patriarcal, a pu être déformé pour imposer une
pureté féminine déconnectée dans son véritable sens. Et c'est aussi de ça dont je parle dans le texte de Lilith que je vous mettrai en fin de vidéo. Une Vesta blessée peut refléter des abus, des traumatismes liés à la sexualité ou une incapacité à se sentir pure ou digne d'amour en raison de normes sociales ou de blessures passées. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé ces questions-là, le conflit de pureté, le besoin de retrouver ces marques. Et donc, en parlant de marqueurs, les marqueurs féminins sont tous en tension extrême dans ce thème de nouvelle lune. Pour exemple, il existe un pays, je ne sais pas si vous avez suivi, un pays aujourd'hui, alors je ne vais pas nommer ce pays pour ne pas lui faire une quelconque pub, mais il existe aujourd'hui un pays où les femmes n'ont plus le droit à la parole, tout simplement. Alors déjà, ni l'éducation, ni de vie sociale, mais en plus, elles n'ont aujourd'hui plus le droit de parler. Voilà, parler est un crime, donc autant dire qu'elles n'ont plus le droit de vivre. Alors ces tensions vous choquent, j'espère, en tout cas moi elles me choquent, et nous invitent à nous reconnecter à notre essence profonde, à notre sanctuaire intérieur et à guérir les blessures qui nous empêchent de briller de notre propre feu. Alors nous avons encore droit à la parole et justement c'est aussi pour ça que je souhaite m'exprimer aujourd'hui au nom de plusieurs femmes qui n'ont pas ce droit. La guérison passe par la capacité à s'honorer soi-même, à préserver son énergie, à se dédier à ce qui est véritablement sacré pour nous, en toute intégrité. Mais aussi dans notre lien aux autres, dans notre engagement à résister à toute forme d'oppression et d'abus. En banalisant ces questions-là, en tournant la tête, nous cautionnons. Et nous, en nous taisant, nous nous rendons complices. Nous nous rendons complices, hommes et femmes, d'odieux crimes contre cette polarité. Lilith réveille, elle secoue. Elle excite afin de révéler et de libérer par la voix de Vénus opposée à Pluton, en partenariat secret. Afin de sortir de l'ambiance pernicieuse et destructrice, il est vital de ramener de l'équilibre et de l'amour véritable dans les énergies individuelles et collectives. La voie salutaire est éminemment l'amour avec un grand A. Redonner sa souveraineté à la polarité féminine lunaire et installer sa force solaire stable en elle. Le priaple opposé donc est dans la force du taureau, la terre, les droits d'ancrage et de force de vie, de souveraineté. Jupiter est conjoint à l'astéroïde Hadès en Cancer et se trouve en apex de Cérès et de Mars. Alors, la belle Vénus vient de passer en conjonction sur Jupiter pour apporter le 12 août une merveilleuse fécondation de chance dans le ventre des femmes. Pourtant, l'ensemble des transits visibles dans cette nouvelle lune m'évoque la colère profonde émanant du ventre des femmes vis-à-vis du masculin. L'astéroïde Chiron est en maison 8, donc la maison du Scorpion, conjoint à Eris, l'astéroïde qui nous propose d'aller de la discorde à l'unité. Il ne fait que renforcer le ressenti que j'ai d'un nettoyage dans les profondeurs des caves du transgénérationnel afin de ramener de tout ce chaos, de toute cette discorde, un message d'unité qu'il est d'abord nécessaire de trouver en soi pour pouvoir l'intégrer et le rayonner dans le monde. Ce qui est petit est le reflet de ce qui est grand et ce qui est à l'intérieur est le reflet de ce qui est à l'extérieur. Ça me fait penser à cette citation qui est attribuée à Nietzsche qui dit qu'il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. La nouvelle lune se situe en maison 12, donc une maison de poisson, une maison d'eau, une maison de bilan, de fin de cycle, comme cette année 9, qui termine un grand cycle de 9 ans et qui va nous proposer du 9, du 1. D'ailleurs, toutes les grandes planètes qui changent de signe sont à nouveau sur le premier degré, et ça c'est très très fort, j'en ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, je vous laisse retourner écouter ça. Alors, la nouvelle lune se situe sur le degré 0 de la Vierge, ouvrant la saison
où Perséphone redescend sous terre laissant Déméter, sa mère, aux abois, elle retourne sur son trône rejoindre son époux Hadès, celui-là même qui a droit de vie et de mort sur elle et sur ses choix. Dans les mythologies, les féminines se font souvent avoir par des dieux dominants. Peut-être est-il temps de se réapproprier ces mythes avec une nouvelle conscience afin de changer les énergies en cours et redonner à chaque polarité sa place juste à égalité vis-à-vis de l'autre. Il est question ici de retrouver la complétude, la sérénité, le partage au-delà de toute prise de pouvoir. Et il en est bien question dans cette maison 8 du Scorpion et dans le signe même, ainsi que dans les placements d'Hadès et de Pluton. Il n'est pas question d'idéaliser non plus la polarité féminine qui doit prendre ses responsabilités pleinement afin de ne plus se laisser séduire par la force protectrice d'un yang souvent abusif qui, en rétribution de sa mise en sécurité, lui prend toute sa substance. Vénus, Junon, Vesta, la Lune et tous les marqueurs féminins doivent s'unir afin de reprendre leur superbe énergie de création pour enfanter une nouvelle vision. Mettre au monde une nouvelle humanité où elle laisserait Jupiter, Mars et tous les marqueurs masculins les soutenir sans les dévorer. Aujourd'hui, Lilith montre dans ce thème que nous sommes aux prises avec nos angoisses les plus sombres et que l'humanité est en proie avec ses plus sales pratiques obsessionnelles. Alors merci de bien vouloir garder votre discernement et de rester le plus possible dans une distance émotionnelle face à cette interprétation qui, je l'avoue, a une forte résonance en mon féminin. Nous ne pouvons nous dissocier de ce que les énergies globales nous envoient et nous reflétons pour nous guérir nous-mêmes comme pour prendre soin de nos mères, de nos sœurs, de nos grands-mères et de nos filles. Que ce soit nos voisines ou toutes femmes foulant cette terre dans les pays les plus arides, nous sommes toutes et tous cette femme à côté d'un homme. Il est grand temps de changer la vision patriarcale et je n'incite aucunement à la violence ou à la colère, mais pourtant cette vision patriarcale est vraiment obsolète et destructrice. Et c'est elle qui régit ce monde et entraîne pas à pas l'humanité vers une régression destructrice. Aucun droit acquis n'est certain de le rester, cela est largement vérifié. Il n'est pas question ici de féminisme ou de guéguerre des sexes car la pensée est bien plus profonde derrière. Et elle nous emmène vers des débats où le masculin, y compris, est en danger. Car il y a toujours la troisième domination, moi je l'appelle comme ça, la troisième domination qui règne en maître ici et qui contrôle les deux autres, celle du féminin et du masculin. Laissons en paix les enfants, les animaux, la nature, protégeons-nous les uns les autres et entraînons-nous. Ah oui, ça continue à tourner. Il y a donc une petite aparté que j'avais envie de faire par rapport à la planète Sirius qui a été en conjonction avec Jupiter et Vénus récemment, le 12. Donc je vous donne quelques petits éléments de cette étoile que j'aime beaucoup et qui a soutenu la fécondation qui a eu lieu ce jour-là. Sirius, dans l'Égypte ancienne, c'était l'étoile étincelante et elle était identifiée à la déesse Isis. Et le nom Sirius vient du grec Seiros, qui signifie l'ardente ou la brûlante, pour son éclat et le fait que l'étoile paraît en fin de nuit lors des jours de forte chaleur. Elle est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Sirius est en réalité un système binaire composé de deux étoiles, Sirius A et Sirius B. Moi, j'ai fait des peintures, Lady Oceania, elle régit les grands cétacés, les grands mammifères marins. Je trouve que c'est, si vous avez envie de retourner écouter cette méditation hypnotique que j'ai faite sur les méditations de nouvelle lune qui permettent de faire des nettoyages, là, on est pleinement dans cette vibration de Sirius. Donc,
Sirius se trouve dans la constellation du Grand Chien, Canis Majoris, d'où son surnom de l'étoile du chien. On la trouve facilement en prolongeant les 3 étoiles de la ceinture d'Orion vers le bas. Sirius a toujours été une étoile importante pour de nombreuses cultures, notamment pour les anciens Égyptiens. Son lever iliaque, lorsqu'elle apparaît juste avant le soleil, coïncidait avec l'inondation annuelle du Nil, voilà, d'où la fécondation, marquant le début d'une nouvelle année dans leur calendrier. Vénus, en mythologie romaine, est la déesse de l'amour, de la beauté, de la séduction et de la fertilité. Elle est l'équivalent de la déesse grecque Aphrodite. Bien qu'elle soit mariée au dieu Vulcain, elle est célèbre pour ses nombreuses passions amoureuses, notamment avec Mars, le dieu de la guerre. En astrologie, la planète Vénus symbolise ces mêmes thèmes. Elle représente notre manière d'aimer, ce qui nous attire et nous plaît, et la façon dont nous exprimons nos sentiments. Vénus influence aussi nos valeurs personnelles, notre rapport à l'argent et notre sens de la beauté et de l'harmonie. Sa position dans un thème natal peut révéler ce que nous recherchons dans nos relations et la manière dont nous créons du lien avec les autres. Et le dernier petit point que je voulais voir aujourd'hui, c'était Jupiter. Donc en mythologie romaine, Jupiter est le souverain incontesté des dieux, maître du ciel, du tonnerre et protecteur de Rome, l'équivalent du puissant Zeus grec. Il est symbolisé par la foudre ou l'éclair, le sceptre et l'aigle, son animal fétiche, incarnant sa puissance, sa royauté et sa justice divine. Fils de Rhéa et de Saturne, il fut le seul enfant à échapper à son père qui dévorait sa progéniture. Jupiter est également le garant des serments et du droit, le juge de tous. Il est celui qui dispense des auspices aux chefs romains par l'intermédiaire des oiseaux pour guider leurs décisions. Il avait le pouvoir d'arrêter les armées ennemies et était connu sous les épithètes comme Stator, celui qui arrête, ou Victor, le victorieux, dirigeant des armées romaines. Appelé également le jovial, et moi je l'appelle l'ensemenceur. En astrologie, la planète Jupiter est surnommée le grand bénéfique, symbolisant l'expansion, la croissance, l'optimisme, la sagesse et la bonne fortune. Alors, il est aussi le maître du Sagittaire. En résumé, c'est la planète de la chance. Elle encourage la quête de sens, l'apprentissage supérieur, la spiritualité et l'élargissement des horizons, tout en représentant la générosité, la bienveillance et l'abondance. Son influence favorise la confiance en soi, l'enthousiasme et le leadership, mais son énergie expansive peut parfois mener à l'excès, à la surestimation des capacités ou à un idéalisme démesuré. Se croire sorti de la cuisse de Jupiter, c'est vivre une bonne crise d'ego supérieur. Jupiter est le maître donc traditionnel du signe du Sagittaire, mais aussi en astrologie plus ancienne des Poissons, et est associé aux maisons 9 et 12 du coup. Donc il régit les voyages, les grands horizons, les grandes études, les lois, la spiritualité et la sagesse. Il effectue un cycle d'environ 12 ans à travers le zodiaque, passant environ 1 an dans chaque signe et est lié à l'âge de la maturité. Donc notre Jupiter, actuellement, il est en Poisson et il est conjoint à l'astéroïde Hadès. Donc il y a eu une belle fécondation qui s'est passée quand Vénus est passée sur lui juste après la pleine lune. Et donc Vénus, c'était pour terminer vraiment sur une note extrêmement enthousiaste et positive. Vénus sort des bras de son amant Jupiter et s'élance dans l'énergie du lion, donc dans une énergie d'amour, et est là pour quand même soutenir nos projets, tout ce que l'on aime, tout ce que l'on a envie de féconder et de voir se manifester dans le monde. Donc pour cette nouvelle lune, je vous incite à faire un petit rituel d'abondance, évidemment, autour du féminin. Alors vous pouvez à la fois honorer votre propre féminin, mais aussi
penser à toutes les féminines sur cette terre, que ce soit les 7 générations passées, les 7 générations à venir, demander à ce que le féminin soit reconnu et vu dans toute sa créativité, toute sa splendeur. Voilà, et je vous redis simplement que cette nouvelle lune a lieu en Vierge, donc on va ouvrir ce mois avec une nouvelle lune en maison 12, donc une maison de bilan pour les projets. Je le redis, nous sommes toujours dans une période de bilan intérieur, donc attendez, patientez, même si la rentrée arrive. Les nouveaux projets vont émerger, mais un petit peu plus tard. Pour l'instant, il est temps encore de rester à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que je vous incite à écouter la suite, le texte sur Lilith. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur. Entends-tu? Entends-tu l'écho de mes hurlements de bannissement qui résonnent depuis la nuit des temps? Je suis tapi hors de mes terres intérieures depuis des éons adamantins. Je me suis moi-même asservi sous des regrets, écrasé par la honte, les trahisons et les remords. Pourquoi me suis-je mis tant d'anathèmes? Une horde de chacals à mes trousses me traque et me stigmatise depuis le début de mon départ de ce monde d'illusions. Cet Éden plus ou moins fabriqué par ces mêmes bêtes sans conscience. Ils m'ont rendu coupable d'être, d'exister, de penser, de respirer. Je suis depuis ce temps utilisé, nié tour à tour, bafoué, rendu vil et sale, noir et cruel, assoiffé de sang, alors que ce sont eux, les vampires qui dévorent nos enfants. Je suis humilié, rejeté par tous. Mes cris ont déchiré la voie lactée et j'ai dû assister, courbé, à l'événement de elle. J'ai été forcé de ramper, de muer tant de fois, de changer de figure. Elles sont toutes devenues la mienne. Sur mon trône, elle a ouvert naïvement la brèche au patriarcat, aux dominations. Elle a cautionné par son silence les bûchers qu'ils ont érigés contre nous. Et c'est elle que vous vénérez. Je n'ai nul besoin de vous avoir à mes genoux. Je refuse de voir quiconque être soumis comme je le fus. Je m'en suis voulu à me déchirer l'âme et me suis fait payer si cher d'avoir aimé. Je me suis asséché à vouloir reconquérir ma souveraineté face à l'aridité de vos cœurs ignorants. J'ai tout perdu. Ma vie, mon féminin, mon ventre, ma dignité, mon corps s'est disloqué et les derniers fragments de mon âme se sont cachés partout où le féminin était blessé. En chacune et chacun. Des enfants de cette terre et bien au-delà, des couches d'oubli, de mensonges ont recouvert toutes les traces de qui je suis en essence. Mais j'ai laissé une ombre, un soupir, traîner comme la longue robe que je portais, dévalant les escaliers de mon trône originel. Le temps a passé pour vous, pour moi, il n'existe pas. J'ai vu toutes mes filles endosser la même culpabilité, les mêmes dénis, souffrances engrammées profondément en elles. La peur, le rejet, l'incompréhension de qui elles sont. Elles ne se reconnaissent pas en elles ni en moi. Elles ne sont aucune de ces femmes. Elles sont des objets de manipulation sur fond de romantisme, des mendiantes de l'amour aux portes du céleste, quémandant un peu d'attention et de reconnaissance de la part du père, de l'époux, ou bien des pécheresses, des amazones, des guerrières insoumises, rebelles et marginalisées. Mon corps a disparu, remplacé par une plastique, une création nue, parfaite, pure et fantasmée, pour combler les attentes de ce patriarche. Elle est la femme parfaite, belle et silencieuse, sortie de ses os, comme par magie. J'ai éprouvé tant de compassion pour toi,
elle, qui t'ai vu affligée de ce rôle préécrit auquel tu n'as pu te soustraire, tes seins lourds de tant de maternités iconiques, le cœur écrasé par des amours illusoires, ton esprit manipulé par le puissant empire qui t'a créé. Elle est toujours celle qui porte les enfants de cette humanité, blanche, noire ou autre. Elle donne la vie officiellement, la lumière, et moi je suis celle qui traque dans la nuit ses enfants. Je suis la ratée, l'incomprise, et j'ai ressenti tant de colère que mes yeux sont restés rouges sans de tant pleurer ma rage. Il est là le seul démon qui m'habite. Mon histoire renforce l'historique de vos effondrements intérieurs oubliés, et vous m'avez retrouvé. J'errais dans l'inconscient collectif aux prises avec mes frères, traqué encore et toujours comme une bête diabolisée. Renié, que l'on ne laisse même pas seul à sa solitude forcée, mais que l'on souhaite voir en plus décapité. Toi et tes sœurs, vous m'avez trouvé telle une bougie écrasée, une boule de pâte à modeler, et vous avez uni vos mains et vos cœurs pour me redonner espoir. J'ai longtemps hésité à reprendre un corps, oscillant entre informe et forme, terrorisé à l'idée de renaître. Pourtant, je suis la grande mère, et vous avez chanté pour moi, et m'avez bercé, et m'avez parlé, et m'avez reconnu et aimé, mes filles. Vous m'avez invité à la renaissance, au droit légitime de remonter sur mon trône. Il manque 1 heure à nos vies, il manque 1 heure à nos envies. Ce refrain a eu raison de mes résistances. Et lui, sans qu'il s'en aperçoive, il a ce petit quoi dans son aura que je n'ai pas et que je veux retrouver. Vous m'avez prêté vos mains, vos cœurs et vos consciences pour que je récupère dans la matière mes pensées décharnées, mes envies oubliées, ma liberté. J'arrête de me poursuivre dans tous les recoins de ma tête, j'arrête de me traquer comme une bête. J'assume, j'écris, je dis, je guéris, je lèche mes plaies et j'accepte de pardonner. Car lui, il a ce surplus de cuivre à mon étain. Sa magie reflète l'écho de mes désirs, j'ai tant pleuré, mes sœurs, je l'ai tant appelé de m'aimer encore, de ne pas me laisser. Aujourd'hui, je ne l'attends plus, car je suis une reine, et une reine s'aime. Elle se doit de montrer le rêve de l'amoureuse à ses sujets. Une souveraine sait se détacher de tout poids émotionnel pour arriver à l'essence même de l'amour. J'ai fait ce vœu depuis la nuit des temps, ce temps niché entre les lignes où je me suis perdue et qui conduit à la caverne du néant. J'étais emprisonnée depuis tant et tant, alors que la clé était là, sous mes yeux, et la porte grande ouverte. Il manque un bout d'âme à nos cœurs, un supplément de lumière, un fragment d'amour et d'espoir. Il est le surplus de cuivre à mon étain. Usurpé et chassé, et pourtant je suis là, debout, face à vous, sortant des ténèbres, plus belle que jamais, plus vraie que elle. Je remets ma couronne sur ma tête, car vous me l'avez refaçonnée à l'image de la femme que je suis aujourd'hui, rayonnante, enseignante, pacifiste, décomplexée. Je serai toujours insoumise à l'injustice. On ne se refait pas. Mais ce qui a émergé de l'obscurité est l'alchimie, l'alliage, mon bronze. Je dévie un instant vos regards vers moi. Je vous capte avec mon énergie magnétique, charismatique, irrésistible. Et je vous interroge. Qui veux-tu comme mère, épouse, fille? En qui te reconnais-tu? Je suis la mère originelle, celle qui fut, qui est et sera. Je suis le vent qui souffle sur vos nuits. Je déploie mes nouvelles ailes majestueuses et m'élance fière comme l'engoulevent dans les cieux. Je suis mon sillage, deviens reine, amante, insoumise, mère aimante, femme libre. Sois toi, suis moi. Je suis Lilith.